Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin qui devient un rendez-vous assez habituel pour discuter de ma dernière lecture et vous partager mon ressenti et mon avis, très personnel, pour en faire une chronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui, franchement, m'a fait passer par beaucoup de sentiments et c'est vraiment un sujet qui est habituellement qui n'est pas dans mon style de lecture d'ailleurs habituellement, mais Gardria, donc c'est le tome 1, le réveil, j'avoue, la lecture elle vous embarque et en plus c'est fabuleux. Il y a un humour qui est décalé et relativement inattendu finalement, vu le sujet que je vais vous donner après. Et en cette journée de printemps, eh bien quoi de plus formidable que de découvrir un nouveau roman? Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est un auteur indépendant. Le roman est sorti le 2 décembre 2022. Il est en français et il fait dans sa version brochée 392 pages. Je l'ai malheureusement pour moi découvert en numérique. Mais oui, je suis un peu déçue, donc sûrement que je le reprendrai en version papier parce que ne serait-ce que pour la couverture et les magnifiques cartes qui sont à l'intérieur. Si vous regardez la couverture, c'est... Enfin, moi, je ne peux que vous conseiller une lecture physique parce que cette couverture, elle est magnifique. Et à l'intérieur du roman, pour qu'on ne se perde pas dans les trois mondes, nous avons des cartes qui sont vraiment... C'est vrai que voilà, ça m'a... Après, je l'aurais pas apprécié, peut-être pas, mais n'empêche que ça me donne envie d'avoir le livre papier. Et vous avez sur la couverture ce magnifique navire, et quand vous ouvrez votre bouquin, vous montez sur ce navire. Et c'est là que débute l'histoire. Ce navire, dans cette lumière, il est vraiment, enfin je trouve, grandiose. Après c'est mon goût, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que très, très sérieusement, ça m'a emballé. Ça et puis la quatrième de couverture, c'était déjà assez marrant. Donc mon premier conseil, c'est vraiment la lecture physique. Et nous arrivons sur le Libertad, où une jeune demoiselle au sourire particulièrement taquin, mais aux courbes très avantageuses, a tout simplement pour seul vêtement le tricorne de son amant, donc amant qui a délaissé son tricorne face à la charmante demoiselle. La lumière de la bougie laisse entrevoir que son amant est le capitaine du navire. Et ce pauvre homme, je dirais, est captif du charme de sa séduisante conquête. Bon, est-ce que c'est lui vraiment qui l'a conquise, ou est-ce que c'est voulu? Vous le saurez, mais cette intimité, tout à coup, est brisée par l'entrée d'une autre jeune femme, et celle-ci est très différente. Elle a des cheveux roses, elle a beaucoup de roses d'ailleurs, et quand elle voit la scène, elle est bouche bée d'offuscation, vraiment. Alors, pour vous présenter les deux principaux personnages, la belle
jeune demoiselle au tricorne se prénomme Lilith. Détail inconnu de son amant, qui paye d'ailleurs l'information de sa vie, puisque la deuxième jeune femme qui rentre, offusquée, voilà, ne donne que son prénom et elle veut pas qu'on sache son prénom, et donc hop, l'amant paye cette information inopinée de sa vie, et évidemment face au regard totalement horrifié de celle qui vient d'entrer, déjà qu'elle était époustouflée par la scène. Alors là, c'est la fin de tout pour elle. Alors, les deux femmes engagent un échange qui est très singulier sur le bien ou le mal, fondé de cet assassinat. C'est vraiment... ça reste un assassinat, hein, même si nous sommes dans des temps lointains, mais Lilith se moque vraiment de tout. Elle se met à rire aussi face à l'incompréhension de celle qu'elle a en face de lui, d'elle, qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien. Alors, elle la surnomme Gabichou, parce qu'elle s'appelle Gabrielle. Et ces deux femmes se chamaillent, mais vraiment comme des gamines, sur la réelle fautive ayant causé la mort du capitaine. Et là, c'est vraiment... j'ai été... le dialogue est divertissant, je vous promets. Bon, il va vous présenter les personnages de cette histoire. Lilith, on le sait, de la 4e de couverture, est le prince des enfers, et Gabriel est un ange. C'est un duo assez particulier, vous avouerez. Et puis, c'est vrai que elles sont tellement différentes, avec des opinions divergentes, que les dialogues sont magnifiquement construits. Je me suis vraiment laissée embarquer, parce que des fois, c'est des dialogues qui sont... Lilith, elle a une façon de s'adresser à Gabriel qui est vraiment... très franchement... enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est assez extraordinaire. C'est le truc, on se dit, on n'aurait pas... Enfin, je sais pas si quelqu'un aurait osé. En tout cas, Lilith, qui a une peur phobique de l'eau, est justement, on va dire, peut-être canalisée sur le bateau par Gabrielle. Au moins, tant qu'elle est là, à part assassiner le malheureux capitaine, on suppose qu'elle fait pas trop de bêtises. Mais ces deux femmes, parce que qu'est-ce que fait un ange avec Lilith, hein, franchement, elles sont liées depuis un duel, 10 ans plus tôt. Ce duel, qui normalement aurait dû aboutir à la fin de l'une des deux, se termine pas forcément, c'est pas terminé comme voulu. Et Gabrielle, elle a utilisé un sort particulier qu'elle finit par avouer à Lilith, tout en lui faisant la morale, hein. Il faudrait que Lilith commence à se repentir en réparant ses erreurs. Alors c'est une supposition de Gabrielle, pour pouvoir se libérer et aller vivre ailleurs qu'avec celle qu'elle trouve potache. Et finalement, Gabrielle, oui, elle a l'air... elle est vraiment un peu... Pas un peu. Elle est vraiment nunuche. Et c'est l'occasion rêvée pour Lilith qui trouve dans ce repentir un prétexte pour amarrer, hein. Parce que comment peut-elle se repentir coincée sur le bateau? Ah, bonne question. Nous avons donc la carte de l'Abyssinie, et
c'est vrai que ça permet, bon, c'est beau déjà, c'est vrai que c'est une beauté, mais ça nous permet de nous orienter dans ce monde que nous découvrons. C'est une invitation au repérage dans cet univers, l'univers de l'auteur. Et même si ça peut sembler assez inaccessible au lecteur, je vous promets que chaque détail a son importance pour la suite. Donc sans en faire une étude géographique, moi je me suis laissée guider par Lilith, puisque en fait Lilith a pris clairement, une fois le pied à terre, elle a pris clairement la direction des opérations en faisant... Oui, elle a fait une promesse, elle va se repentir. Bon. Alors le petit souci, c'est que la pieuvre chantante, c'est une auberge, mais un peu, pas vraiment dans le style de Gabriel. Et donc, Lilith, qui l'observe avec sa tenue blanche et pivoine, couverte de rubans et de dentelles, bon, elle a Gabrielle est décrite avec des boucles, une chevelure rose soignée, un teint de porcelaine, des joues colorées, des grands yeux naïfs, et toujours cette éternelle couleur rose qui la caractérise. Elle est vraiment, c'est l'ange. Donc, théoriquement, celle qui représente le bien, mais elle est décrite d'une telle façon que, sérieusement, ça pousse à rire, bien que le roman ne soit pas classé dans l'humoristique. Je tiens à le préciser. Donc, pour pas que ce look, il va pas passer inaperçu, mais du coup, Lilith, elle a toujours des tas d'idées. C'est vraiment une fille à laquelle on s'attache immédiatement. Et du coup, elle estime que sa comparse sera une rampardière, autrement dit une prostituée, payée pour lui tenir compagnie. Et sérieusement, notre pauvre Gabrielle n'est pas très à l'aise dans ce qui lui semble un temple de la décadence. Et par contre, Lilith retrouve ses marques et sa boisson favorite, qui est très alcoolisée, qui, semble-t-il, ne peut pas être bue par tout le monde. Elle en fait une consommation assez quand même abusive, à mon avis, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Et c'est vrai que la question à ce moment-là qu'on se pose, si on est curieux, mais moi je suis très curieuse, c'est mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Qu'est-ce qu'elles font dans cette taverne? Pourquoi Lilith elle est arrivée là, quoi? À part pour se moquer peut-être de Gabriel. Et on va suivre tout au long du roman, principalement bien sûr ces deux personnages la quatrième de couverture ça c'est très explicite qu'à l'issue de leur duel raté, les voya unis par un lien qu'elles n'expliquent pas et qui les empêche de se séparer. Donc leurs vies dépendent l'une de l'autre. Et elles ne se supportent pas. Voilà. C'est... Je crois que je n'aurais pas voulu être ni à la place de l'une, ni à la place de l'autre. Et ces deux personnages, Lilith par exemple, est un démon... c'est un prénom qui va évoquer tout de suite quelque chose de démoniaque. C'est un démon féminin de la tradition juive et elle est à l'origine d'une divinité mésopotamienne. J'ai du mal aujourd'hui, mésopotamienne. En fait, dans les légendes juives qui se répandaient au Moyen-Âge, Lilith est toujours représentée selon l'alphabet de Ben Sira comme la première femme d'Adam. Et c'est assez intéressant la façon dont l'auteur
s'inspire de cette légende parce que donc Lilith aurait été la première femme d'Adam avant Ève, et première femme moitié démon, elle y devient le mal, l'impureté, mais pour beaucoup aussi un symbole de féminité. Et c'est vrai que dans le roman, Lilith est beaucoup plus attirante que Gabriel. Parce que Lilith a été créée avec Adam de la même manière que lui, et non à partir d'une de ses côtes comme Ève. Et donc le rôle de Lilith était d'être son égale et pas de le compléter comme Ève l'a fait. Enfin, après, Ève c'est une autre histoire. Mais justement, du fait de son égalité, Lilith finit par se disputer avec Adam, hein, surtout parce qu'Adam a prôné quand même sa supériorité, et donc Lilith, elle n'a pas accepté, et rappelant cette création égale, elle se tourne vers son créateur, puisqu'elle n'a eu aucune réponse. Elle prend ça comme le fait que son créateur donne raison à Adam et elle s'en bat. C'est pas forcément tout ce qui est toujours donné dans les Écritures, mais il y a bien là divorce. Et c'est vrai que ça m'a amusé. Bon. Gabriel, alors normalement, oui, c'est un archange, alors parfois il est représenté en féminin, enfin il est assez androgyne, mais lui, il est connu en raison du rôle qu'il a endossé dans la Bible, quand il a annoncé à Marie qu'elle aurait la bénédiction de donner naissance à Jésus-Christ. Gabriel est messager et saint conseiller. Donc il est vénéré dans de nombreuses traditions religieuses, hein. C'est le messager de Dieu, héros des visions. L'ange Gabriel fait partie des anges les plus élevés dans la hiérarchie des esprits divins, et dans ce roman, l'interprétation de l'auteur dans Gardria donne franchement une nouvelle vie fort intéressante aux anges et démons. Moi j'ai trouvé ça aussi distrayant qu'instructif. Par contre, l'auteur met en garde contre les scènes dénudées, les scènes violentes. C'est vrai que si un adulte s'en amuse, les plus jeunes peuvent plutôt en être éventuellement marqués. Donc, si ce roman vous plaît et que vous avez des ados, par exemple, chez vous, lisez-le avant de le sortir, parce que je pense que ça est même, enfin, toute personne qui est sensible. Après, je crois aussi que si on est trop porté sur une religion, ça peut ne pas faire rire. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y en a qui n'acceptent pas forcément l'humour. Mais en tout cas, Gardria est un univers médiéval fantastique que j'ai trouvé exceptionnellement bien construit. Cet univers, il est riche, et Lily et Gabriel sont transposés, mais sans oublier la mythologie. Et quand vous le lirez, je pense que vous y repenserez. Comme je suis une lectrice assez étrange, je me suis vraiment attachée à Lilith. C'est ça, c'est le point où finalement elle représente la féminité libre. Et j'y ai moins vu le Seigneur des Enfers, le Prince des Enfers, parce que là, elle est dans une autre quête, c'est-à-dire se débarrasser du bonbon rose qu'elle traîne. Et par contre, on y suit une femme dans toute sa splendeur, une femme qui, oui, peut jouer de ses charmes, qui, oui, est extrêmement violente quand on la cherche, mais une femme.
Gabrielle, la version féminine de l'archange, donc c'est celle qui a combattu Lilith lors d'un duel, mais elle est aussi celle qui guérit. Donc elle attend de Lilith les fameuses bonnes actions qui pourraient les libérer de cette union forcée. Il faut savoir que même si Gabrielle est une cruche, dans son univers, elle est haut placée aussi. Voilà. Ce roman, je l'ai trouvé, et je l'ai dit, unique en son genre, parce que, en dehors de ces personnages, je n'ai pas du tout envie de vous raconter l'histoire, mais on va y croiser de nombreux protagonistes, et que Lilith retrouve, mais vous allez découvrir dans votre lecture, c'est très surprenant. On ne s'attend pas à les rencontrer. Moi, je suis restée sur ma faim concernant d'ailleurs les intentions de Lilith. Quant à Gabrielle, qui est vraiment représentée comme un bonbon rose, naïf, victime des débordements de Lilith, je suis assez... j'ai mon idée sur le fait que les apparences sont souvent trompeuses. Gabrielle est la fondatrice. Alors se laisser, on va dire, malmener comme ça par Lilith, c'est très curieux. En tout cas, elles ont un point commun, c'est qu'elles souhaitent retrouver leur place respective, parce que dans cette union, elles sont obligées de se protéger l'une l'autre. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, elles côtoient le monde des humains. Moi, je vais dévoiler quand même que j'y ai croisé un vampire très respectueux, très classe. Et bon, il y a d'autres créatures dont justement les fameuses Lilith va les chercher parce que elle estime que leurs connaissances ancestrales peuvent aider à briser le sort. Ce sort et l'issue sont assez exceptionnels. Normalement, elles ne devraient pas être vivantes toutes les deux, mais vous allez découvrir assez rapidement que c'est vraiment pas si simple. Et vous allez découvrir aussi comment Lilith est devenue seigneur, parce que à l'intérieur du fil conducteur, on a le passé de ces deux femmes d'ailleurs, qui revient par bribes. Et encore une fois, là, chaque détail est un indice très important pour comprendre cet univers et son histoire. C'est le premier opus d'une trilogie, et bien sûr, c'est une façon de poser l'histoire. Et elle est merveilleusement bien posée. Alors bon, bien sûr, Lilith est passionnante, distrayante. Ses expressions sont amusantes dans le vocabulaire. Je félicite l'auteur parce qu'elle a eu quand même certaines idées que je n'aurais pas forcément eues. Donc ces descriptions de Gabrielle sont pleines d'humour, pas forcément sympa pour Gabrielle. Alors je ne sais pas si c'est pour justement éloigner. Parfois c'est ça, c'est vrai que ça fixe l'attention sur Lilith et puis bon Gabrielle à suivre. Donc je vais pas en dire plus parce que je vous invite vraiment à découvrir la plume de Marianne à travers cet opus. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était... Oui, c'est quelque chose d'original. C'est une plume que je n'ai pas l'habitude... Enfin, bon, j'ai pas lu ce genre de choses. Alors peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. J'ai pas non plus lu tous les bouquins de la planète, mais c'est un sujet extraordinaire, développé de façon originale. Il y a... bien sûr, pour que personne ne s'ennuie, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de manigances, il y a une aventure extraordinaire, il y a de la magie, et il y a une espèce de recherche au travers des terres de Gadria. Donc,
J'ai donc pris contact avec l'auteur Marianne pour pouvoir continuer à suivre les tribulations de tout ce petit monde. Et je vous présenterai la trilogie au complet. La prochaine, c'est au zénith de la confrontation. Et je remercie, je crois que je n'ai pas assez de mots pour remercier Marianne pour ce service presse que j'avais pas... Je l'avais repéré, mais je n'avais pas vraiment déposé de candidature parce que ben, je savais pas trop ce que j'allais trouver dedans et c'est vrai que c'est pas facile. La fantaisie, c'est un style, mais apparemment l'auteur aime beaucoup se plonger dans les univers magiques. Ça doit se sentir. Elle s'y évade, moi aussi, du coup, grâce à elle. Et ce partage qu'elle fait, c'est, elle explique qu'elle cherche plus de communication. C'est aussi important que la chronique en tant que telle, et comme elle débute dans l'auto-édition, elle trouve que c'est finalement génial cet échange qu'il peut y avoir. Sur l'article du blog, donc tous les articles sortent le lundi, en ce qui concerne les chroniques, vous aurez les liens de son site, qui est très sympa, son compte Instagram, et puis ma chronique rédigée avec un visuel de ce roman qui vraiment me laisse... ouais, j'avoue que oui, je vais parler de coup de cœur. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais je vais parler de coup de cœur parce que il y a tout. J'ai tout aimé, j'ai tout découvert, je me suis repenchée sur finalement l'origine de ces personnages dans la légende. J'ai vraiment... voilà, à la fois je me suis amusée, j'ai cherché, j'étais en quête. C'est un roman que j'ai lu très facilement, qui est vraiment unique. Je sais pas, dans ce genre-là, c'est unique et je ne peux que le recommander. Donc voilà, je vais pas vous raconter plus de choses, je crois que vous avez suffisamment parlé des personnages principaux et qu'il vous revient de découvrir la suite et donc de partager, puisque c'est vrai que l'auteur, qui est une femme, mais c'est vrai que je n'emploie pas de mots féminins, donc pour ce terme, la romancière, je vais dire, voilà. La romancière attend beaucoup plus dans l'échange par rapport à ce qu'elle écrit, et c'est vrai que c'est toujours très 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 sympathique d'avoir oui, de pouvoir être en contact, les auteurs, les lecteurs, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont pas aimé, parce qu'on peut ne pas aimer et on peut le dire pourquoi sans être pour autant malveillant. Donc c'est vrai que je trouve tout ça vraiment super et très intéressant. Donc je vous dis à bientôt pour la suite et à la prochaine pour d'autres découvertes. Bonne semaine!